Bonjour tout le monde. Bon, on va essayer de faire un petit atelier concernant les urgences au cabinet. Comment on peut faire? Bon, ça va être une discussion un peu interactive pour qu'on échange un peu, parlant justement des urgences au cabinet. Comment ça peut, qu'est-ce qu'on pourrait faire éventuellement, hein. C'est pour partager un peu l'expérience. Euh, donc un petit atelier que je vais animer moi-même, professeur de l'hôpital Cheikh Khalifa, et mon collègue, professeur Jidan de l'hôpital militaire de Rabat. Nous sommes des urgentistes à la base. Et donc, on essaiera de faire un échange, une discussion interactive, en quelque sorte, une sorte de classe inversée. Voilà. Voilà. Le plus important pour nous, c'est de partager nos expériences. D'accord. Alors nous, on va amener notre expertise des urgences et vous, vous allez amener votre expertise au niveau des cabinets. Et c'est très important pour nous ce retour d'expérience. Donc, déjà, pour débuter la question, enfin, ce qu'on va se dire, c'est de nous dire, selon vous, médecin de famille, médecin urgentiste, médecin généraliste, médecin de cabinet, comment vous concevez l'urgence? Oui, allez-y. Qu'est-ce que je vais faire? Urgence en cabinet avec pour gérer ce que j'ai à gérer avec mes moyens de bord. Et je voulais savoir vraiment qu'est-ce que je devrais faire avec mon stéthoscope, mon stylo, probablement bandelette, probablement un glycémie capillaire, un ECG, c'est-à-dire vraiment quelque chose de très dérisoire. Donc, pour moi, je vais affronter mon cerveau, ce que vous allez nous dire, parce que c'est mon cerveau qui va travailler. Personnellement, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, oui, allez-y. Oui. Ça se bloque. Ouais. Ouais. Du stress, ouais, 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 effectivement. Effectivement. C'était ça le challenge, hein, parce que quand on a posé quand on a pensé à faire l'atelier, moi et mon collègue, c'était ça, c'est-à-dire vous permettre, avec les moyens de bord que vous avez au niveau du cabinet, de gérer les urgences. Et les situations d'urgence, c'est pas toujours facile à gérer, hein. Donc, ça m'est arrivé une fois. Donc, j'ai reçu une médecin dentiste, un dentiste, épouse d'un pharmacien, un copain à moi. Donc, ils m'ont appelé. Donc, sa femme, elle faisait du colique néphritique fébrile hyperalgique avec une dilatation plus localisée à l'échographie. Donc, il a déjà pris un traitement par voie orale. Ça n'a pas été marché correctement. Donc, j'ai pas hésité. J'ai pris une voie veineuse de gros calibre. Donc, j'y mets donc ciproxine augmentin et puis un antipyrétique, tout ça. Mais il m'a fait une réaction allergique, un choc anaphylactique à l'augmentin. Heureusement, heureusement, j'avais donc les habitudes des urgences de l'hôpital militaire, vu que j'ai travaillé 20 ans. Donc, heureusement, j'ai mon charrette, j'ai ma mallette fait l'adrénaline et puis des corticoïdes. Donc, je l'ai injecté au Lakshi. Une fois la tension était revenue, la tachycardie مشات تقدات شوية sur le plan cutanéo-muqueux Lakshi, je l'ai renvoyé la clinique la plus proche. On va se rappeler de ce que vous avez dit. Donc, il y a des paramètres cliniques, donc il a dit. Donc, on va les voir après. Oui, vous voulez dire mon expérience à moi, c'était un étudiant en médecine. Donc, je vais être bref, qui a pris un goûter le matin. Je ne sais pas ce que c'est. C'était un goûter au chocolat. Et il est parti, là, il est venu avec un prurite énorme. Donc là, déjà, l'infirmière, elle est sur le qui-vive. Il a vu, il était cyanosé. Moi, j'étais à l'intérieur. Donc, du coup, il a vite fait, il était en train de se dépêcher pour ramener. Et pourtant, il était conscient, là, devant elle, dire, je vais consulter pour mon prurite, mon urticaire. Malheureusement, donc, c'était une catastrophe déjà qu'il a vu l'infirmière. Donc, c'est l'infirmière qui devrait être vigilante. On a donné elle a donné, elle, la corticothérapie, 3 comprimés en une seule prise parce qu'on n'avait pas de... C'est-à-dire c'est la même chose pour nous, qu'on donne voie orale, voie intramusculaire, c'est pareil. Et puis, juste par la suite, yallah, le moment qu'il voulait me dire avec agir, الولد راه هذاك فلان هذا اش غنقول لكم
Je ne sais pas ce qu'il a présenté au juste. C'était ça fait قلب راسو, قلب عينيه, ça fait جبد ليا. C'est-à-dire que, est-ce que c'était une hypoxie cérébrale? Est-ce que c'était une commission? Est-ce que c'était une épilepsie? On ne sait pas ce que c'est. Donc, position, encore une fois, allez, position de bord. Donc, c'est même pas la peine de nous poser. Donc, je l'ai sauvé quand même. Oui, c'est très bien. Et il faut l'applaudir parce que quand même, c'est difficile de gérer une situation pareille. Et puis, on va essayer tous ensemble de répondre à ces questions. Alors, la grande problématique, c'est ce qu'elle a dit, hein, c'est de gérer le stress déjà. Exactement. Mais là, il y a des fois, ça stresse. Parce que de un, ça dépend de tout un chacun de nous, comment il est conçu au cabinet, comment il est organisé, comment il fait et tout ça. Deux, vous avez une salle d'attente, est-ce qu'elle est pleine, est-ce qu'il y a du monde, etc. Et trois, comment justement on pallier un peu à l'urgence parce que vous connaissez et tout, comment évacuer ce patient s'il a besoin d'être évacué. Et c'est là où se trouve la problématique. Mais moi, j'ai une petite question à vous tous. Est-ce que ça peut arriver au cabinet? Oui, mais... Oui. Très bien. Même des décès au cabinet. D'accord. Ouais. Très bien. Donc, pour ne pas tarder, on va essayer de... Mais le choix déjà, ça donne l'impression que le choix du thème pertinent. Ça, c'est très important pour nous. À vous la parole, Sharon. Donc, dans le cabinet, il faut toujours se préparer à des éventuelles situations, toujours avoir à l'esprit que ça peut arriver. Donc, qu'est-ce que je dois faire? C'est un problème d'organisation, un problème gérer le stress. De se poser la question. Et si ça arrive, qu'est-ce que je vais faire? Et il faut essayer de un peu les urgences. Donc, c'est quoi l'urgence? C'est une situation imprévue, qui peut survenir à n'importe quel moment et n'importe quelle situation. Donc, elle est grave, critique, et donc il nécessite une intervention immédiate pour éviter des conséquences, notamment donc, une notion de pronostic vital, pronostic fonctionnel, voire même un problème psychique, c'est-à-dire l'impact de la situation au vie de la famille, des accompagnants et du malade lui-même, ça peut avoir un retentissement sur la situation. Donc, on est un peu la situation d'urgence. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire face à une situation d'urgence? D'accord? Est-ce qu'il faut alerter le sein dans ce bled? N'existe pas. D'accord? Ah. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir un numéro d'ambulance, quelqu'un qui peut venir? Toujours, il faut chercher une situation par ça dans notre réalité. Hein, il faut avoir des solutions à ça. Ça arrive. Est-ce qu'on laisse tomber, on prend un café? Ça peut arriver. Non, on ne peut pas. Ouais. Comment les consultants, la salle d'attente, tout ça, c'est compliqué. Moi, j'ai vidé le cabinet devant l'urgence, tout la gravité. Là. Et je reviens gérer le stress. Donc, qu'est-ce que vous proposez déjà? C'est gérer le... Ouais, c'est ça. Comment on va gérer ce stress? Comment on va gérer ce stress, justement? Selon votre expérience, à vous. Comment vous gérez votre propre stress? Très bien. Urgence. Devant l'urgence, la famille, vous avez les curieux. Voilà, la salle d'attente. كل شيء غيولي كيفهم، كل شيء غادي يولي يعطيك رأيه، كل شيء غادي يقول لك شنو دير. Non, mais gérer le stress, parce qu'il faut gérer votre auto-stress avant de gérer le stress des autres. Les chanteurs, c'est Coran, mais comment vous gérez votre stress, vous? Donc, il faut gérer les consultants, isoler le patient. Oui, isoler.
Oui, Oui, aussi, oui, on va en tant revenir que témoin. à ça aussi. Ouais, ouais. Ah. Oui, 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 oui. Donc, très bien, c'est l'anticipation. Anticipe. C'est Voilà. ce que j'ai dit tout à l'heure. Toujours, il faut se poser la question. Et si ça arrive un jour, comment je vais faire? Et même de temps en temps, reposer la situation. Si Donc, ça, il faut penser à l'urgence avant que l'urgence. Donc, oui. D'accord. Autre chose. Ne pas paniquer, oui. Garder son sang-froid. D'accord. Parce que vous êtes le maestro. Et les yeux, ils sont rivés vers vous. C'est quelque chose que j'ai dit de dire. D'accord. Donc, gérer le stress. Comment on gère le stress, Oustaz Mustafa? donc, toujours, comme j'ai dit, se préparer au préalable à des situations pareilles. Toujours essayer de les imaginer, de trouver se préparer. Il faut savoir s'organiser. Si ça m'arrive, comment je peux organiser un arrêt cardiaque, par exemple, qui me survient dans le cabinet. Comment je vais le gérer? Toujours se poser la question. D'accord? Il m'a fait un arrêt cardiaque, donc je dois connaître la chaîne de survie. Comment je vais appliquer la chaîne de survie? Il y a tous ces éléments de base et comment je applique zen pour faire. D'accord? Sans influence du milieu qui Oui, mais sans oublier, comme on dit, on est des militaires, que la guerre, ça se prépare en temps de paye. paix. Donc, préparez au préalable les situations urgentes que vous allez recevoir dans votre cabinet qui peuvent se produire ou ne pas se produire. Oui. Je vais dire, pourquoi finalement on stresse? Pourquoi on stresse? Pourquoi on stresse? Là, il faut répondre à cette question pour pouvoir... Parce que plus... On a peur qu'il... Voilà, ma question, on a peur. Parce qu'on n'est pas informé, on n'a pas reçu de formation de gestion des malades aux urgences. Plus on est informé, plus on est bien formé sur la gestion des urgences, moins on stresse. Ouais. C'est normal, je n'ai jamais vu un cas pareil, je vais stresser. Mais maintenant, le professeur Gide dans le cabinet, il va stresser moins que moi. Moi, je stresse moins que toi. Voilà. Donc, Je vais essayer de reformuler ça autrement. On est face à l'urgence, on doit être armé. Donc, on a peur parce qu'on se sent désarmé. D'accord? Eh bien, c'est ça. C'est la préparation, c'est l'organisation, c'est la formation. Mais aussi, il y a le côté personnel aussi. Il faut rester zen. Exactement. Il faut respirer. Respirer, ça veut dire qu'il faut réfléchir, raisonner. Eh bien, c'est ça. Donc, l'autre travail en tant que... c'est le raisonnement. D'ailleurs, on l'appelle le raisonnement clinique. Donc, il faut avoir un checklisting. Voilà. C'est bon? Il faut se faire assister. Et puis, s'il faut se faire assister. Demander à l'assistante ou à l'infirmière ou à l'aide préparée, elle sait faire ce que tu... tu vois, qu'il y ait une formation spéciale parce que vraiment le tu demandes sans qu'elle panique elle aussi, sans qu'elle ça c'est plus utile pour et ça on l'appelle le team working, d'accord, le travail en équipe, d'accord, parce que l'urgence, pour vaincre l'urgence, il faut travailler en équipe. On n'est pas des héros, on n'est pas des héros, hein. On est des êtres humains, on peut faire des erreurs, donc il faut se faire assister. Chacun fait une tâche. Alors, on a parlé de l'assistante, on a parlé de la famille aussi. Il y a quelqu'un qui a dit il faut faire assister la famille. Ouais. On peut les faire travailler pour déplacer le malade, d'accord, pour lui parler, pour appeler à l'aide, pour appeler le SAMU, etc. Donc, utilisez toutes les ressources que vous avez, ressources matérielles, médicales, mais aussi humaines, d'accord. Même les consultants qui sont dans la salle d'attente, il faut essayer de les utiliser donc, en cas de situation d'urgence. Donc les deux choses les plus importantes au début, c'est se former. Quand on se forme, on a l'habitude de se former chaque fois qu'il faut, les formations et tout, et savoir se préparer. Donc toujours penser à des situations pour voir comment je vais faire si cela arrive, comment je vais faire. Donc toujours on se prépare pour ce genre de situation. Ils ont bien répondu à la première question. On passe à la deuxième question. Deuxième, ouais. Quel élément faut-il évaluer en situation d'urgence?
La conscience. Justement, pourquoi la conscience? Il faut savoir est-ce qu'on peut établir un contact avec le patient, un dialogue. Est-ce qu'on peut Donc, voilà. Donc, il faut évaluer la conscience. Et là, on Donc, va entrer dans ce qu'on appelle le raisonnement. Donc, on va raisonner tous ensemble face à une situation d'urgence. Quelles sont les étapes qu'il faut suivre petit à petit pour passer du plus au plus grave, donc à la situation la plus grave. D'accord? Donc, vous avez raison. Donc, c'est la conscience c'est la conscience qu'il faut évaluer en premier. Comment on va évaluer cette conscience? D'une façon très simple. Le Glasgow, je connais le Glasgow. Personne. Très bien. Les hafdo. Est-ce qu'on est conscient ou pas? Non. Est-ce que je suis conscient ou pas? Pourquoi? Comment? Comment? C'est quoi la conscience? Voilà, donc il y a une réponse. D'accord? Donc il y a une stimulation. Voilà. Il y a une stimulation, il y a une réponse. Du moment qu'il y a une réponse, ça veut dire que le patient il est conscient. Alors cette stimulation, ça va être physique, douloureuse ou la physique. Physique. Par exemple, mon ami, je vais évaluer est-ce qu'il est conscient ou pas. C'est Mustafa, qu'est-ce que je fais? Je lui tapote sur l'épaule. C'est une stimulation physique. S'il ne me répond pas, je vais essayer de le pincer. D'accord? Le pincement, soit au niveau du dos de la main, soit au niveau de l'ongle. D'accord? Évitez les mamelons. D'accord? Donc, le premier élément, c'est la conscience. Donc, on l'évalue simplement. La GCS, donc, évalué par la réponse, soit verbale, soit physique, soit douloureuse. Le patient, il répond. Deuxième étape. On évalue la respiration. Est-ce qu'il respire normalement ou... Donc, on a passé de la tête au poumon. Il y a deux choses. Voilà. Est-ce qu'il respire? Alors, dans le cas où le patient il est conscient, il répond, soit verbalement, soit à la douleur, et sa respiration, elle est normale. Ouais. Alors, ça, c'est les constants que notre ami il a mentionné. Très bien. On appelle cette situation patient conscient et respire normalement. Il est stable, mais c'est quoi l'urgence? Elle est où l'urgence? Moi, je suis conscient, je respire normalement. Il est où l'urgence? C'est un malaise. Parce que vous allez sentir que votre patient, elle est mal à l'aise. Elle n'est pas dans une situation normale. Et ça, c'est une évaluation clinique. D'accord? Comment on va évaluer ça? Donc, ce qu'on appelle, bien sûr, les malaises. D'accord? Face au malaise, qu'est-ce qu'il faut faire? Réflexe, simple. Est-ce que ça demande quelque chose? Non. Mettez-le en décubitus dorsal. Surélever les jambes. Surélever les jambes. Vous avez besoin de quoi pour surélever les jambes? Une chaise. Escabeau. Les murs. Quelqu'un de la famille. Voilà. D'accord? D'accord. Pourquoi on va surélever les jambes? On va répondre à cette question après. Le retour. Améliorer le retour. Le retour. Ouais. On va répondre à cette question par la suite. D'accord? Alors, on a mis une malaise avec S parce que il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. D'accord? Alors, patient en malaise, respire normalement, il est inconscient, ça peut être quoi? À quoi il faut penser? Premier lieu. Un état de choc. Vagal. On l'appelle malaise vagal. Le malaise vagal. L'hypoglycémie, on a parlé de l'hypotension. Est-ce qu'il y a autre chose? Syncope, oui, très bien. Autre chose? Oui, à quoi il faut penser? Vous avez un patient qui est mal à l'aise, en malaise, qui est conscient, la respiration elle est normale. Ou bien c'est les partiels, mais là il y a des mouvements anormaux. On n'a pas parlé des mouvements, on a parlé de la conscience et la respiration. Donc on a parlé de l'hypoglycémie, on a parlé de l'hypotension, le malaise vagal. Oui, ben, si vous voulez, mais là c'est...
Mais les premiers diagnostics auxquels il faut penser face à la malaise, Les GU, tout ça, c'est de l'hypotension. Dans la finalité clinique, c'est l'hypotension. Donc, c'est pour ça qu'il fait le malaise. là, on est vraiment très méthodique dans notre approche. Hein. Ça va prendre combien de temps pour évaluer la conscience? Ouais, 10 C'est rapide. secondes. 10 secondes. La respiration, ça va prendre combien de temps? 10 secondes. D'accord? On surélève les jambes et puis par la suite, on a les malaises. Donc, ça peut être un malaise. Une hypoglycémie. La première chose qu'il faut écarter, c'est l'hypoglycémie. D'où l'utilité d'un glucomètre. Est-ce que c'est cher un glycomètre? Non. D'accord. Est-ce que c'est obligatoire de l'avoir dans un cabinet? Oui. Vous avez des diabétiques aussi ensuite? Ouais. Très bien. Vous avez une bonne partie de diabétiques que vous suivez. Hein. Généralement, une bonne majorité de diabétiques se font suivre dans les cabinets. Hein. Donc, Et toujours pourquoi est-il, l'hypoglycémie? Parce que c'est un diagnostic. À quoi il faut penser en premier? D'accord. 2, elle est rapidement résolutive après un traitement. D'accord. On va voir le traitement ensuite. Alors, on a dit l'hypoglycémie, ça peut être aussi potentiel orthostatique. Le مريض جالس كيتسنى صافي 1 heure تيوقف باق تيطيح. فاش كتجي تيفاليي كتلقاه يهضر il respire. Besoin de quoi pour l'hypotension? tensiomètre. Est-ce qu'un brassard ou le tensiomètre du poignet? Vous avez tous des brassards? D'accord, oui. Oui, donc vous avez raison parce que celui du poignet, il surévalue la tension. Ouais. Ils sont Électrique valables, ou hein. manuel? Manuel, électrique et électrique ils sont également valables, hein, les trucs. Maintenant, Ça, avec voilà. l'IA et tout, moi je préfère l'électrique parce qu'il vous donne d'autres renseignements. On a la tension, le pouls. Le pot, Oui, donc. Ou ça peut être quoi? Sinon, Pardon? ça peut être l'hypotension, l'hypoglycémie, ou bien choc, une lipothymie ou une syncope. l'hypothymie ou syncope. Donc, il faut avoir un capteur digital, un spiromètre. Voilà. Ça, vous l'avez? Il te donne et la saturation et la fréquence cardiaque. C'est que c'est la fréquence cardiaque. Voilà. Tout le monde a eu après le coup. Alors, d'après vous, est-ce qu'on a besoin d'une salle de déchocage hyper sophistiquée? Maintenant, c'est simple de gérer une urgence? C'est simple. D'accord? Alors, c'est quoi la différence entre l'hypothymie et syncope? C'est brutal, c'est inopiné. Oui. Donc, dès que le malaise vagal, le malaise vagal, c'est la lipothymie. Une sensation d'inconfort, mais je reste sur pied. Voilà. Il a le temps de fléchir doucement. D'accord? C'est brutal. Alors, qu'est-ce qui a déclenché le malaise vagal? C'est là? L'injection. La douleur, pas l'injection. La douleur. Pas toujours la douleur, mais dans ce cas, dans le cas. Il y a l'angoisse, tout ça, c'est des facteurs qui tuent. Là, on va continuer sur la réflexion de l'Oustad Choukri. Pas toujours la douleur, oui, c'est exact. Il n'y a pas que la douleur qui peut déclencher, donc. D'accord? Mais là, le produit, il a injecté un produit. D'accord? Est-ce que l'injection, le produit, le princeps, il peut entraîner un malaise vagal? Il y a aussi il y a la peur, il y a l'appréhension. Donc, Il y a la rapidité d'injection. Toujours, ah oui, il faut toujours injecter doucement, prendre du temps pour faire passer le produit doucement.
Oui. Oui, donc là, on va revenir à la question qu'on a posée tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il fait, que fait le fait de surélever les jambes chez un patient en malaise? Ça Augmente le retour veineux, mais surtout l'oxygénation cérébro. Ça va agir sur quoi? Le fait de surélever sur la volémie. Et la volémie, ça reflète quoi? La tension artérielle. Donc, ça permet de rétablir la tension. Voilà. Est-ce que vous savez que le fait de surélever les jambes, c'est 300 à 500 cc? C'est comme si vous lui avez passé rapidement une poche de sérum. Et c'est du sang. D'accord? Et ça permet, Et sur un plan physiopathologique, Ah ouais. c'est augmenter une précharge pour augmenter la post-charge par la suite. Donc, Ouais, post-charge. un peu comme ça. Donc, face à une hypoglycémie, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on a une hypoglycémie, Il faut resucrer resucrer par du sucre. Oui. Du miel. hypoglycémie. Alors, vous avez ici la glycémie capillaire normale, c'est Ouais, entre ouais, il y a des 0,7 petits et 1,1 sachets g de par décilitre. Donc, si vous avez donc une glycémie capillaire inférieure à 0,7 ou 0,6, c'est une hypoglycémie. Comment vous allez traiter? Là, il est conscient. Il est conscient. Il faut resucrer. Il est conscient. Attends, Coca. le miel. Ouais. Vous avez des cafetières dans vos cabinets? Les médecins, ils boivent du café. Attends. Là, il faut toujours avoir du. Mettez des Dans le morceaux de cabine. sucre, s'il vous plaît. Mettez En général, 3 morceaux de sucre, ça permet de passer le cap. C'est-à-dire, je suis à 0,5 ou 0,6, donc ça me permettra de passer à 0,8. Donc, j'ai passé le cap de l'hypoglycémie et mon patient il va se réveiller. Et c'est spectaculaire. À 0,3, vous n'allez pas le recevoir parce que. Ouais. 0,3, il est déjà comment? Ça, c'est à domicile. Très bien. Au cabinet, non, parce que le patient, il va venir sur pied. C'est rare qu'on va vous ramener un patient sur chariot. Et qu'est-ce qui précède l'hypoglycémie, c'est-à-dire l'inconscience? Qu'est-ce qui précède en cas d'hypoglycémie? La sueur. L'agitation. L'agitation psychomotrice. D'accord? L'agitation psychomotrice, et ça, c'est un message que je veux passer avec mon ami Mustafa. Si vous avez un patient agité, qu'est-ce qu'il faut faire? Glycémie. Dextro. Vous savez? Parce que ça peut être une hypoglycémie. Et il y a des patients, même à l'hôpital, qui ont été pris à tort comme des agitations psychomotrices envoyées en psychiatrie, alors que c'était un problème métabolique. Aussi, les troubles métaboliques en général, ils peuvent se manifester par des agitations. Pensez à l'hypoglycémie parce que c'est la plus grave. Elle est mortelle. L'hyperglycémie, non, mais l'hypoglycémie, il est mortel. Ça fait? On continue, Ossed? Oui, vas-y. Trois morceaux de sucre. 3 morceaux de sucre, vous les diluez dans l'eau. Si c'est un enfant, un morceau de sucre. Un morceau. L'essentiel, donnez 3 ou plus, ça va augmenter la glycémie. De toute façon, même si vous faites augmenter une glycémie, ça, c'est pas grave. Oui, c'est pas avoir une hypoglycémie. C'est pas très important le dosage. Et l'autre message que je vais vous donner, c'est que quand vous donnez du sucre blanc, c'est un sucre rapide. D'accord? Donc, lorsque le patient il va se réveiller, il faut lui demander à faire quoi? À manger. Pain. Du Ou pain, des spaghettis. fruits, etc. Voilà, sucre lent. Parce Là, qu'on une va banane. passer une urgence, mais rien n'empêche que le patient il pourra faire une hypoglycémie par la suite. Il ne faut pas lui donner un sucre blanc à consommation Il mange rapide pas. et le laisser partir. Après, il peut refaire son hypoglycémie rapidement. Et ça, on a vécu des situations comme ça aux urgences. Hein. Donc, alors, l'hypothymie syncope. Pourquoi on est l'hypothymie syncope? Parce qu'on a un problème très probablement de
cardiaque. D'accord? Et là, pourquoi il faut évaluer la fréquence? Parce que la fréquence, elle est entre 60 et 100. Soit vous allez trouver plus de 100, c'est une tachycardie. Et tachycardie égale trouble de rythme cardiaque. D'accord? Soit il est en dessous de 60, c'est une bradycardie égale un bloc auriculo-ventriculaire. C'est assez simple. Trouble de conduction. D'accord? On va rester très simple. Moins de 60. D'accord? Sauf chez les sportifs. Ouais, l'essentiel, c'est un bloc auriculo-ventriculaire parce que c'est ça l'urgence. D'accord? On élimine les urgences. D'accord? Une hypothyroïdie, ce n'est pas une grande urgence. Donc, il fallait faire un bilan, etc. Ça demande du temps. Donc, on n'est pas vraiment dans l'urgence aiguë rouge. D'accord? Alors, vous avez le CG dans vos cabinets? Tous? Qui a le CG? Hein? C'est obligatoire d'abord? Simple, la loi. مازال ما وصلناش Alors, le défibrillateur, scientifiquement, il est obligatoire. Légalement, mazal. On est en train de faire le plaidoyer pour la Société marocaine de médecine d'urgence. On avait tout le monde pour essayer de mettre des défibrillateurs partout. D'abord, on a 2025 la Coupe d'Afrique, 2030 la Coupe du Monde. Soit les centres défibrillateurs. Et autre chose. Ça coûte pas cher, hein. Ça coûte pas cher un défibrillateur. Autre chose. Et ça marche comme un loup. Moi, je vois que. Moi, je vois que les. C'est à la porte. De toute façon, on est derrière. Si vous voulez acquérir des défibrillateurs, les laboratoires qui fournissent le matériel pour essayer de donner le défibrillateur à moindre prix, mais surtout pour l'entretien. Parce que. Hein? Kain, ça voilà l'atelier. D'accord? C'est bon. Défibrillateur, maintenant, je vois que les médecins, ils s'organisent sous forme d'un bâtiment, un bâtiment c'est très bien. On ne va pas demander dans chaque cabinet, il faut qu'il y ait un défibrillateur, mais surtout dans chaque immeuble. D'accord. En général, le défibrillateur, il est recommandé dans les lieux où il y a un rassemblement de plus de 50 personnes. Ça a fait. احنا بغينا يمكن عندهم غير السكر بعدا السكر ولا الميال. Ouais. Ben, les choses elles évoluent et c'est grâce à ces formations qu'on est en train de changer des comportements. Cher. Comment ça? Non? Elle se décharge, ben c'est surtout ça. Non, normalement, la durée de vie de la batterie, c'est 2 ans. D'accord? Mais lorsque vous faites un contrat avec l'achat il faut avoir l'entretien, signer avec eux l'entretien parce que avec Sharika 4G régulièrement pour essayer de checker les batteries, etc. et de changer les batteries, ça sera inclus dans le prix. D'accord? Oui, ça sera inclus dans le prix. Ok, on passe rapidement parce que je pense qu'on a au 7. Donc c'est bon pour ça? Conscient, qui respire, malaise. D'accord. Il reste quelque chose? Oui, cardégique 300. Cardégique, donc, si vous faites un ECG, si vous avez un patient que vous connaissez les antécédents avec ses facteurs de risque et tout ça, très probable. Vous faites un ECG si vous arrivez et que vous trouvez des signes en fonction d'un syndrome coronarien aigu, ST+, ou ST-, du moins donné avant de... Le Plavix, non. Le Plavix, ce n'est plus de recommandé. Il n'est plus recommandé entre parenthèses. D'accord? Mais l'aspirine, d'accord? L'aspirine pour rester. Là, on a mis la photo, mais bon, ça représente l'acide acétylsalicylique, l'aspirine. 300 au 250. La forme pédiatrique, 250.
هذا راه كيكون فيه une trentaine de sachets. Gardez-le au cas où. J'ai douleur thoracique, لقيتي un sus-décalage ou un sous-décalage, des troubles de repos, comme a dit l'Oustad Mustafa. Donnez un sachet. D'accord? Et envoyez-le, bien sûr, pour bien sûr, des investigations complémentaires. D'accord? Donc, il nous reste... Comment? Si vous suspectez une douleur thoracique typique, mais là, il faut se méfier. Il faut se méfier parce que quand on a parlé de l'hypotension, le tensiomètre, la tension, il faut la prendre. Il faut la prendre dans les deux bras. Normalement, il faut avoir ce réflexe. Lorsque vous prenez la tension, respectez 15 minutes de repos. Le patient doit être en décubitus, ne doit pas avoir peur et prendre la tension des deux bras. Les infirmiers, comme il faut les conseiller à faire ça d'une façon systématique comme ça pour éviter. Parce que là, il y a une disparité de tension. À quoi il faut penser? La section aortique. Ouais, c'est le syndrome vagal Aspro. Comment ça m'attend? Vous prenez des choses. Qui dit... Ah bon? Qu'est-ce que c'est? Et là, vous voyez un simple geste. Un simple geste. Ouais. Donc, un simple geste, ça peut sauver une vie. Combien ça coûte un sachet d'aspirine? Rien du tout. Alors, la seule chose qu'il faut éliminer pour l'aspégique ou le cardiaque ou l'aspirine, c'est la dissection aortique. L'ulcère, ce n'est pas une contre-indication. D'accord? Il va saigner. Mais s'il fait une crise cardiaque et il fait un arrêt cardiaque, on peut lui donner des IPP par la suite, on peut faire de la fibroscopie, on peut faire. Oui. Ça, c'est un AIT. Accident ischémique transitoire. D'accord? Ça, on va le voir dans le prochain atelier. Et vous voyez, avec l'aspirine, ça ne coûte pas grand-chose. Hein. Le sucre, le miel, ça ne coûte pas grand-chose et on peut sauver des vies. L'hypoglycémie, ça tue. D'accord? Le syndrome coronaire aigu, ça tue. Donc, on est en train de sauver des vies. Elle doit être significative. C'est plus de 20 mm de 2. Plus de 2. D'accord? 2 unités de différence. Alors, en général, si vous trouvez 2 unités de différence, prenez-la au niveau des pieds, au niveau des 2 jambes. S'il y a la même différence, peut-être que... Et bien sûr, il y a la clinique, l'auscultation. D'accord? La douleur aussi, elle est typique. Il y a la douleur thoracique qui est importante. Donc là, vous allez rassembler d'autres signes. Là, on parle du raisonnement clinique face à l'urgence. On a vu la conscience, la respiration, le malaise. Ça, dans l'exploration. Dans l'exploration. Il nous reste ça. La grande simulatrice. Eh oui. Ouais. Et vous en savez beaucoup, ça. Vous avez des crises d'hystérie? Des hommes et des femmes ou là des hommes? Moi, je crois qu'il a tendance à se masculiniser là. C'est encore pire, les hommes. C'est ça. L'expression, il y a quelque chose qui met dans la combination. C'est une crise. Je connais que c'est une crise. Alors, pourquoi on l'a mis en dernier? Parce que c'est un diagnostic? Bien sûr, quand vous avez une normalité dans tout ça, avec le contexte et tout, écoutez ça. Mais malheureusement, on a tendance à la mettre à l'âge. À l'âge. Pourquoi c'est culturel?
Et des hommes aussi, hein. Il y a des dames avec nous. Ah ouais. Voilà, non. Si. Les pires Vas-y, crises moi. hystériques, c'est chez les hommes. Hein. Chez les hommes. Chez les Ah. hommes. Alors, premier message. Évitez le jugement. Le jugement. Le jugement, garder une neutralité et Gardez votre avoir ça neutralité. à la tête comme étant un dernier truc, hein, après avoir terminé tout ce qui est Oui. organique. Enfin. On a tendance à juger. 3 minutes. Il nous reste Ouais. 3 minutes. Ah 45 minutes, on a qu'un draw. Oh, donc il faut accélérer. Allez, c'est ça. on accélère. Qu'est-ce qu'il faut faire face à une hystérie? Rapidement. Isoler, faire sortir les. Très bien. Oui. Ah ben c'est ça. Ah, là, il faut prendre votre café. Hein. Si vous voulez prendre votre café, fumer, etc., laissez sortir. On a ajouté là, psychanalyse. Parce que notre approche en tant que médecin, c'est de. Écoutez, l'écoute. À partir de l'écoute, et on sait tirer des conclusions, on sait connaître notre contexte social et tout ça. À partir de ça, on sait tirer les situations. راه حتى حنا تنوقعوا في هذا الشيء وكنقولوا يا ربي جيب غير اللي يتصنت لينا. Ouais. On n'a pas besoin de traitement. بغيتي اللي يتصنت لي Et de là, vous ونعرفوا وين. prendrez le temps que vous accordez à vos patients dans les cabinets. Vous les laissez parler et tout. Malgré une salle d'attente qui est des fois, qu'est-ce qu'on a à bras et Asseyez-vous, tout ça. ne restez pas debout, asseyez-vous. تصنتوا المرضى ديالكم. D'accord. Docteur Osler, il a dit, écoutez votre malade et va vous apporter le diagnostic. Ça, c'est un message général que je vous passe en subliminal. Et l'empathie. L'empathie. Ouais. Il faut Bien. avoir une grosse partie d'empathie. Donc, on a vu la situation. Conscient, respire normalement. D'accord? On va enchaîner vers la deuxième situation. Conscient, Sérum, mais respire anormalement. D'accord? vous trouverez une respiration qui est anormale, soit qu'il est polypnéique, soit. Écoute, Alors, un patient qui est conscient, mais il respire anormalement, on doit évaluer la respiration. Comment, Ousseb? saturation, saturomètre. Voir, écouter et sentir. Avant ça. Vous allez utiliser vos sens. Voir, écouter et sentir. Quand on écoute, c'est qu'on voit qu'il rentre, il sort. Est-ce que la communication est libre ou sinon il y a un obstacle, il y a un huis, il y a une difficulté à faire rentrer de l'air ou là, à faire sortir de l'air. Donc, et de là, ça nous oriente vers des situations particulières, orientées. Alors, voir, écouter, sentir, appelez la VES, comme le volume d'éjection systolique. VES. Parce que voie aérienne supérieure, VAS. Donc, ça va devenir VES. Donc, voir, écouter et sentir. Qu'est-ce qu'on va voir? La cyanose, la couleur, le thorax. Le soulèvement du thorax. Est-ce qu'il est symétrique, le soulèvement? S'il y a une asymétrie. Est-ce qu'il est symétrique? S'il y a une asymétrie, ce thorax, il monte plus que l'autre. Pneumothorax. D'accord? Est-ce qu'on a besoin d'une radio pour faire le diagnostic? D'accord? Là, j'ai une dyspnée expiratoire. C'est un spasme. L'asthme. Spasme C'est un BPCO. fumeur. BPCO. Tu vois, comme si. C'est simple pour faire le diagnostic? Entendre et voir. D'accord? Ouais. Crise d'asthme, on a besoin de quoi? Il faut l'avoir. Je pense que les délégués qui j'ai beau comme d'habitude des échantillons. Gardez toujours pour l'urgence dans la trousse d'urgence. Si vous n'avez pas de chambre d'inhalation. Mais عندكش القرعة. Direct. D'accord. Quel rythme? À quel rythme? Deux bouffées chaque 2 minutes. Avec l'oxygène. Deux Avec la minutes. bouteille.
Jusqu'à 10 fois, vous pouvez répéter. Donc après 10. Si vous avez le... شوف حنا دابا أطباء يلا بادين دابا غتغلي عليا السوق دابا انت السي شكري غتغلي عليا السوق وي مي لا سي مي si vous dites l'hada خصنا البوتاي d'oxygène des fois كاين Alors, il y avait la question de la chambre d'inhalation. La chambre d'inhalation, elle est beaucoup plus efficace que Dakrabos Bout. D'accord? Si vous n'avez pas créé le maq, on le fait même pour les Il y a enfants. toujours des astuces. Hein. Quand on apprend les astuces, on les. Bon, oui, oui, oui. C'est bien. Et c'est l'intérêt de l'auto-éducation, de la simulation aussi. Hein. La simulation, c'est très important. Oui. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Donc la ventoline, il faut l'avoir. D'accord? Je mets tout معايا هادشي اللي خصكم تجمعوه. حاضيهم ياك. مرحبا. مرحبا سي شكري. Inspiratoire. D'accord. On a parlé de l'anaphylaxie. Avant ça, avant la dyspnée inspiratoire. Alors, vous faites une injection chez un patient, intramusculaire ou intraveineuse. Qu'est-ce qu'il commence à faire avant? قبل من الراش. قبل المريض يلاه عطيت الانجكسيون il va faire anaphylaxie. قبل شنو هذا؟ malaise. Hypotension. D'accord, تيعرق. Douleur abdominale. D'accord. Prurite. Donc. D'accord. Le rash عادي بدا يبان شي شويه. قبل من l'angioedème. شنو غيدير؟ La voix. C'est l'œdème laryngé qui s'installe. Donc la voix étouffée. D'accord? La voix qui change devient rauque ou étouffée. ما تستناش المريض يدير l'œdème. لا دار l'œdème صافي سي. D'accord? C'est une dyspnée laryngée, c'est une anaphylaxie. Donc l'adrénaline, il faut l'avoir au moins une bonne adrénaline. Et il faut savoir la diluer. Il faut la diluer. Ne parlez pas tous à la fois. أستاذ شكري يقول لهم انت كيفاش شريتيها باش كوم سا باش pour clôturer ce débat. Ben, moi, je vais voir mon pharmacien. Il te la commande. Je la commande. Voilà. Ça coûte 300 dirhams, Voilà. mais il y a 100. Et ملي كنمشي لشي طابل روند كنعطي لصحابي باسكو الحمد لله jamais l'utiliser et c'est périsable. Alors, il y a des seringues. Il y a des seringues toutes faites qui se vendent. Ça coûte Alors, moi, tu mets un. 60 €. Sinon, elle coûte cher en Europe. Sinon, il faut aller à l'ordre des médecins. Ils ont une clinique qui a un carnet carnet à souche et vous commandez en groupe et vous distribuez. C'est pas cher. C'est pas cher. En tout cas, comme vous l'avez dit, donc une boîte de 100 unités de 1 mg, ça coûte 300 dirhams, c'est-à-dire 3 dirhams l'ampoule. Et 3 dirhams, ça peut sauver une vie. Ah, vraiment, on est dans le... في البراطة دابا حنا في طنجة on est في سوق براطة وصافي. Voilà, donc on a ça. Alors, combien il faut donner, cette Noussair? 0,3. Donc l'adrénaline, c'est 1 mg par millilitre.
Donc, il faut la diluer, Alors, une ampoule fait à 1 millilitre. qui contient 1 mg d'adrénaline. 1 milligramme. D'accord? Moi, je vais donner à mon patient 0,3 mg, 300 gamma. Donc, je vais ajouter 9 9 cc millilitres. de sérum salé. 9 millilitres, donc ça va donner 10 millilitres. C'est 1 milligramme. Combien je vais vous donner? 0,3, que je vais vous donner à mon patient, 0,3 mg. 3 millilitres. 3 millilitres ديال le mélange. D'accord? فين غنعطيها له؟ Intramusculaire. Intramusculaire, la face externe de la cuisse. D'ailleurs, chez les patients qui ont déjà un terrain allergique, conseillez-leur d'acheter ça. Ça s'appelle l'IPPEN, d'accord? Mais il n'est pas disponible au Maroc. C'est bien. Parce que ça coûte 92. D'accord? Ceux qui voyagent en Europe, donc ils peuvent l'acheter, ils peuvent le procurer, safe to aller. Au moins, ouais. Là, une seule utilisation. Usage unique. D'accord? Et puis c'est rapide. Donc, tu as la face externe. Là, la boîte qui connaît deux, il y a des boîtes à 3 ou à 4. Mais, fais-je qu'à certains qui connaissent. Ouais, il faut avoir l'habitude de faire ça. Intraveineuse direct, intramusculaire. Ce qui est rebondé, c'est intramusculaire. D'accord? 0,3 intramusculaire, on peut le répéter 5 minutes après. S'il y a une amélioration insuffisante, on peut donner une deuxième dose. Mais bien sûr, en attendant, il faut appeler. À 82 €, donc 92, ça fait 1000 dirhams. 1000 dirhams. La dose, c'est 0,15 mg. Il y a une couleur. Il y a les EpiPen couleur, qui est la jaune, qui est la verte, ou qui est l'orange aussi, donc pour le petit enfant, l'enfant, donc et bien sûr l'adulte. L'adulte, c'est après 5 minutes. D'accord? Parce que c'est intramusculaire, la diffusion, elle est un peu lente. On avance? Pas de corticoïdes, pas d'antihistaminique. LH. Le délai d'action des corticoïdes, 4 heures de star. Là, vous pouvez donner de l'adrénaline, c'est le traitement efficace de l'anaphylaxie. Après, bon, vous pouvez donner des antihistaminiques, des corticoïdes, mais chez moi, des antalgiques, d'accord, antihistaminiques pour le priorité, l'APRA. Mais c'est l'évolution, vous l'avez déjà vu, quelqu'un qui a un choc anaphylactique qui a reçu l'adrénaline? On le voit souvent aux urgences. Un cc, pour le petit, un cc et demi, c'est suffisant. Et c'est spectaculaire. Exactement. Des fois, alors, vous pouvez. Alors, corticothérapie n'était pas encore en anaphylaxie. On parle d'allergie, réaction allergique. D'accord? Parce qu'il y a une classification de Mesmer, classe 1, classe 2, classe 3. Le choc anaphylactique, on parle de choc parce qu'il y a l'hypotension, il y a l'œdème qui s'installe, il y a la voix qui devient rauque. Là, c'est l'œdème. Mais une réaction, on peut donner des corticoïdes qui peuvent agir dans ces. Mais là, je parle de l'anaphylaxie, c'est-à-dire hypotension avec une voix qui change, avec de l'œdème qui commence à s'installer. Quand il y avait Silverdé comme ministre de la Santé, le ministère nous a envoyé un papier pour nous dire comment organiser un cabinet médical. Donc je passe sur ce qu'on ferait de chaussée, on va dire les trucs, mais
Au niveau syndical, quand on a dit, moi j'ai dit à tous les confrères, quand on fait de la médecine dans un pays qui est le Maroc et que les gens sont pauvres, la médecine de proximité, le quartier populaire, c'est qu'on a l'oxygène, il y a l'adrénaline, il y a tous ces produits. C'est haram, il y a 3 dirhams d'adrénaline. Il faut avoir de l'adrénaline, il faut avoir les corticoïdes, ou bien mettre les bras, mettre à domicile. Vous perdez quelqu'un, toute votre vie, vous allez vous le reprocher. Adrénaline, 3 dirhams, les corticoïdes, ça coûte 3 fois. Et même un défibrillateur, actuellement, c'est autour de 12 000 dirhams. Les gens achètent des échographes à 40 millions de centimes. Ouais, c'est pas indispensable d'être généreux avec un échographe. Les défibrillateurs maintenant à 9 000 dirhams, 8 000 dirhams. Et là, c'est tout l'intérêt d'avoir une trousse d'urgence. أنا عندي في الطوموبيل ديالي. Ça fait. Parce que je suis gentil, je peux t'appeler ici, je peux t'appeler sur la route, dans ma famille aussi. Donc, il faut avoir une trousse d'urgence. Et là, on est en train de كنقولنا تنجمعوا هاد la trousse d'urgence. C'est vrai, on attend la présentation. Marhaba. Donc, on a dit dyspnée respiratoire, d'accord. On a parlé de la tachypnée, d'accord. Polypnée, un patient qui respire rapidement, d'accord. Vous l'examinez. Superficiellement, d'accord. Vous examinez, il a une hypotension, il y a un emphysème cutané, donc il faut penser pneumothorax. Ouais. Donc, l'embolie pulmonaire, ça donne une dyspnée, d'accord? Une petite augmentation de la fréquence respiratoire, mais il y a aussi la douleur, d'accord? Il y a la douleur. Mais là, il y a l'emphysème. On a parlé de voir l'ampliation thoracique qui est asymétrique, de toucher. On a parlé de toucher. Est-ce qu'il y a un emphysème? Des crépitations sous-cutanées, d'accord? Et puis l'auscultation. Vous auscultez ici, il y a des murmures vésiculaires, ici, il n'y en a pas. Donc ça, c'est un pneumothorax, d'accord? Alors le geste, c'est... Vous savez comment faire l'exsufflation? C'est votre fait, hein? Le bord supérieur de la côte inférieure. Deuxième espace, qu'est-ce que vous allez faire au deuxième espace? On va administrer l'intranul pour exsuffler le. Vous avez des intranuls? Là. D'accord. Intranul, là j'ai mis verte, peut-être grise, si vous avez la grise. Moi je sais que vous avez que des vertes, roses, hein, peut-être bleu pour les enfants. D'accord. 250 dirhams, donc 100, boîte de 100. Là on a passé à notre cap. Donc maintenant, en évaluant la conscience, il ne répond pas. D'accord. Donc c'est l'autre volet, l'autre versant. C'est le patient qui ne répond pas. Donc, il répond pas, donc on peut pouvoir rétablir un contact avec lui. Donc il va falloir respiration. Bon, toujours le même système, voir, écouter et sentir. D'accord. Soit c'est une respiration calme, il n'est pas conscient, il respire. La respiration, elle est calme, donc c'est côté. Une perte de conscience avec une respiration qui est normale. Il a perdu le contact, mais il respire. On a perdu le contact avec le patient, mais il respire. Il ne parle pas, il ne bouge pas et respire. C'est un coma. C'est un coma. C'est la définition d'un coma. C'est quelqu'un qui est inconscient, qui respire. Il n'y a pas plus simple que ça. Ça peut être en rapport avec quoi? AVC, hypoglycémie, hypoglycémie. L'acidose, ça ne donne pas des troubles de conscience. C'est le syndrome hyperglycémique hyperosmolaire, le SHH, d'accord? Du sujet âgé, hein, qui ne boit pas, tout ça, donc qui fait une... On a parlé des hypoglycémies, les AVC? Oui, voir, est-ce qu'il y a des signes de focalisation? Alors, il vous reste un diagnostic. Non? Moi, j'ai mélangé. Non.
Hémorragie, c'est Oui, les oui, AVC. Hein. AVC, hémorragique ou ischémique. Un coma post-critique. Bravo, c'est froid, allez. Ah ben voilà. Donc, 3 diagnostics. Coma. Ou 3 diagnostics qu'il faut éliminer. Mais là, c'est les plus graves. Hein. C'est les premiers diagnostics auxquels il faut penser. Comme la sémiologie de la médecine, on va être vraiment très pratique. Donc le problème, c'est l'hypoglycémie. Le problème, c'est l'inconscience. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas le resucrer On oralement. va lui donner des sucres. Ouais. Pour répondre à la question tout à l'heure, elle est Donc, inconscient, du glucose. pas de voie orale. Il y a le glucagène. Le glucagène, ça existe au Maroc. Ça va chez 200 et quelques, 260 dirhams. Ça existe. Intramusculaire. Oui, si vous avez ça et que vous arrivez à faire ça, ça sauve la situation. Quand on peut le faire, ça sauve la situation. Donc dans un cabinet, si vous arrivez à avoir une voie veineuse, passer du glucosé, ça va rapidement sauver la situation. Glucagène intramusculaire, d'accord. Une seule injection, c'est une seringue qui se remplit. Vous le donnez, ça augmente la glycémie, donc et le patient, parce que là, il n'est pas conscient. Convulsion, c'est le coma post-critique. Qu'est-ce qu'il faut faire face à un coma avec convulsion? Non. Il va se réveiller tout seul, oui. Lui, il peut reconvulser. Oui. Ouais. Est-ce qu'il peut est-ce qu'il peut inhaler? Voilà. Donc c'est la position latérale de sécurité, d'accord? Comme ça peut être un AVC. Alors j'ai une question simple, parce qu'on a tardé. Si le patient il convulse, quoi que vous allez lui donner, est-ce que vous allez arrêter la convulsion? Le train il est en marche. Refaire une Voilà pourquoi. Mais pourquoi on donne des médicaments en cas de convulsion? Pourquoi? Pour éviter les récidives. C'est l'état de mal épileptique. On va stopper la prochaine, et prévenir la prochaine convulsion. Oui, on peut donner du Valium, de l'Hypnovel, du Rivotril, tout ce que vous avez sous la main. Mais là, je sais que dans vos cabinets, vous n'avez pas de Valium. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Le mettre en... Et... Rien. Vous le mettez en position latérale de sécurité, vous appelez les secours. Ça, c'est très important. Pourquoi? Évitez de faire des injections en per-crise. Évitez de mettre les doigts. Évitez de lui ouvrir. D'accord? Il faut le protéger. D'accord? Bien sûr, le mettre sur un lit ou un divan. D'accord? Évitez qu'il tombe, évitez qu'il cogne la tête contre le mur, etc. Pas de canule, pas rien. Parce qu'il y a déjà il y a la phase clonique. Est-ce que tu vas avoir l'oxygène? Et il y a la phase tonique. Tout le temps. Tous les muscles, ils se rigidifient et c'est pas si vous mettez votre doigt ou une canule, il va se casser les dents. D'accord? Ça, c'est la crise d'hystérie. D'accord? La crise d'hystérie, on avait déjà parlé. Tous les paramètres sont normaux. D'accord? Mais là, c'est spectaculaire aussi, la convulsion. Il ne peut pas simuler une convulsion vraie, sauf s'il est un médecin. Sauf s'il est un médecin. Moi, j'en ai fait une. D'accord? Oui, c'est du Valium, mais non. Oui. Moi, je vous demande pas. Si vous avez le Valium, c'est bien, d'accord? On l'appelait le Coclucédal, c'est ça? Il y a l'Hypnovel. Là, c'est pas ça. Quand on a des Valium, c'est pour les enfants. Intrarectal. Si vous avez du Valium intrarectal chez l'enfant,
Même chez l'adulte, ça fait la même chose. C'est la même biodisponibilité. D'accord? Mais bon, je ne vous demande pas d'avoir le Valium dans les cabinets parce qu'il pourra être utilisé. Vous avez des assistants, vous avez des... On peut le faire, oui. C'est une voie de diffusion. D'accord? Bon, la voie intramusculaire, on la préconise parce que l'effet il est beaucoup plus rapide. Mais la voie rectale, si vous n'avez que la voie rectale, on peut l'utiliser. D'accord? C'est juste pour éviter d'injecter donc une seringue parce que le patient est confus. Mais évitez. En perd crise, ne faites rien. Protégez le patient, restez à côté de lui et il faut chronométrer la crise. À quel moment il a commencé? Est-ce qu'il l'a refait? Est-ce qu'il a repris la conscience? Est-ce qu'il est en coma post-critique, etc., etc. Il est en train de gasper. Oui. C'est comme. Donc, gasper, بالعربية يمكن يبدا. C'est une respiration normale. Voilà, c'est ça. Non, non. Vous avez déjà vu un agonisant? يمكن. Donc le malade soit il ne respire pas, soit il mais il est inconscient. Donc voilà, donc c'est l'arrêt, c'est un signe d'arrêt cardio-respiratoire. C'est l'arrêt cardiaque. C'est l'arrêt cardiaque. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Donc il faut agir arrêt cardiaque. Donc la chaîne de survie pour le massage cardiaque et tout le nécessaire qu'il faut. Faire le massage cardiaque, l'enchaînement 30 en pression, 2 insufflations. D'accord? Et il faut alerter. Vous connaissez tous comment faire un massage cardiaque? Vous connaissez comment on fait? Sinon, l'MG déroule un atelier sur le massage cardiaque. Ouais. Fina wa silwafi. Maintenant, il y a d'ailleurs, ça a été dit par la présidente tout à l'heure, hein, il y a une convention, enfin, des masterclass qui se font avec le centre de simulation PM6. Beaucoup de médecins généraux viennent, qui assistent à ces masterclass et sur des gestes comme ça. Donc, ceux qu'on a qui fait le massage cardiaque. Ça, c'est obligatoire. On n'est pas obligé de le faire. Hein. L'essentiel, c'est le cardiaque. C'est le massage cardiaque. Si vous n'avez pas envie de le faire, ne le faites pas. L'essentiel, c'est le massage cardiaque. Et pour répondre à la question de C. Choukri, vous avez de l'assistant, vous avez de la famille avec lui. Il peut faire le bouche à bouche. D'accord? Bon, si vous trouvez que c'est un petit peu réticent. Après, nous, on est en train de former des enfants. Dernièrement, on a formé des enfants de 12 ans, de 7 ans. D'accord? Voilà, justement, pour qu'ils apprennent à sauver, parce que la plupart des temps, lorsqu'on a un arrêt cardiaque, 90% des cas, ça se produit à côté d'un témoin. Et c'est ce témoin que je vais utiliser pour qu'il fasse faites le massage. Le message, si on veut passer un message aujourd'hui, c'est le massage cardiaque, etc. Le temps qu'il faut jusqu'à ce que les secours ils arrivent. Comme quoi c'est beau le cœur d'une femme. Non, mais ça c'est toujours de réalité, parce qu'on dit que la femme, avant la ménopause, elle est protégée contre les événements cardiovasculaires. Maintenant, c'est faux.
Pourquoi? Parce qu'il commence à fumer aussi, il boit de l'alcool aussi. Donc, commence à changer beaucoup de choses. D'accord? Je vous laisse conclure. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Ouais. Fadéak. Pourvu que ça n'arrive pas au cabinet. Qu'il le 15, dit les sapeurs-pompiers. Ah oui, ah oui. La personne migé normalement. Ouais. C'est ça, 141, c'est le SAMU, c'est le SAMU. Partout au Maroc. Hein. Ouais. C'est pour ça que je dis que c'est pénible. Hein. C'est une situation qui est pénible. Au Maroc, c'est pénible. Pour la ramener à l'hôpital. Oui, ça arrive. غير الله يخليكم غير نسمعوا الاساتذه الله يخليكم باسكو هي ولكن غير نسمعوكم اكثر. Bien cet échange parce que elle est fructifiant. Ouais. Donc, pour conclure, vous êtes le médecin généraliste. C'est essentiel dans la santé de la population. C'est un lien très important pour la santé de la population. C'est un élément important dans la chaîne de soins et tout ça. Et donc, il y a de situations il y a beaucoup de trucs à faire. Donc, minimum, s'organiser pour justement pallier les situations d'urgence au sein du cabinet. D'accord? Et stress. Pouvoir. Voilà. Et ça me. Marie, voilà ce que c'est. Vous avez noté les matériaux qu'on a demandé. C'est noté. إلا جيت عندكم لقى عندكم أنا بغيت السكر ناخذ قهوة هادشي اللي بغيت عليه. Bien. Merci beaucoup. On va passer au deuxième atelier.